Nouvelle édition, bienvenue à tous, merci de nous suivre. À la une, à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont adopté à l'unanimité le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal en matière de la prévention et de la protection de la traite de personnes. Eugénie Toumba signe donc ses commentaires. Le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal en matière de la prévention et de la protection de la traite des personnes. Sur 293 députés présents dans la salle des congrès, 293 ont voté oui, aucun non et aucune abstention. Ce projet de loi consacre le caractère de la personne humaine, impose sur le pied de l'article 16 à l'État l'obligation de respecter et de protéger la personne humaine. Elle proscrit l'esclavage et les pratiques analogues ainsi que le traitement cruel, inhumain ou dégradant, de même que le travail forcé. On s'est rendu compte que beaucoup de Congolais et de Congolaises surtout, des enfants mais des personnes vulnérables aussi, sont exploités par le travail forcé. Certaines personnes sont prises dans les villages sous prétexte qu'elles vont étudier ou avoir un bon travail en ville et elles sont transformées en travailleurs mais par un travail forcé, sans rémunération et parfois vivant dans des conditions indigne de la personne humaine. Et c'est pour ça que nous, comme représentation nationale, nous avons pris l'initiative de modifier le code pénal congolais du 30 janvier 1940 pour que nous puissions l'adapter à tous les instruments internationaux. Dans notre pays, il y a l'exploitation des enfants à outrage. Il faut protéger ces enfants. Il y a également l'esclavage ou l'esclavagisme qui continue dans notre pays. Il y a des gens qui exploitent de façon abusive les travailleurs. Il y a également des gens qui exploitent d'une façon, qui exploitent sexuellement certaines personnes. Et la loi ici est venue renforcer les dispositions qui existaient et ajouter des préventions qui n'existaient pas donc dans notre code pénal. Bien avant, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avait rappelé que lors de la séance du jeudi 13 octobre 2022, après approbation des conclusions du rapport de la commission mixte PAJ Droits de l'homme social et culturel et renforcement aux us et coutumes de la Chambre basse, les discussions sur ce projet de loi avaient été suspendues. Dans cet ordre d'idées, un délai de 48 heures avait été accordé aux députés pour le dépôt des amendements et 5 jours à la commission pour leur examen. Au terme de ces délais, le cabinet du rapporteur n'a enregistré aucun amendement. Par conséquent, la plénière a procédé à l'examen de 4 articles qui contiennent ce texte de loi, y compris son exposé des motifs. Après ce vote écrasant, ce projet de loi sera envoyé au Sénat pour une seconde lecture. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde instruit le comité de conjoncture économique de déclencher le contrôle de prix de biens et de première nécessité sur les marchés. C'était au cours de la réunion hebdomadaire. Il a été examiné au cours de cette réunion la note conjoncturelle du pays, mais également la situation de stock en carburant. Regardez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mercredi 26 octobre 2022 la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique à la primature. Y ont pris part le ministre d'État, ministre du Plan, le ministre d'État en charge du budget, le ministre des Finances, le ministre du Commerce extérieur, la vice-ministre des Finances ainsi que la gouverneure de la Banque centrale. Selon le compte rendu fait par le ministre d'État, ministre du Plan Christian Mwando, il a été examiné au cours de cette réunion la note conjoncturelle du pays, mais également la situation des stocks en carburant, la question liée à l'application du décret portant suspension de la TVA sur certains produits de première nécessité et la situation de la retraite des fonctionnaires de l'État. Nous avons fait l'examen de la situation économique, la conjoncture économique du pays. Nous avons constaté qu'il y a quand même une très bonne tenue des finances publiques, notamment le taux de change reste aujourd'hui autour de 2012 francs congolais pour $1 à l'officiel et 2087 au parallèle.
Nous avons également constaté que les réserves d'échange restent autour de 3,9 milliards, donc une tendance haussière. Il a été également fait état de la situation des stocks en carburant. Aujourd'hui, la situation des stocks est au vert. Nous sommes à plus ou moins 2 mois et demi de stock et nous avons pris les mesures pour que la situation ne se reproduise plus. Il a été constaté que pour le 4e trimestre, il y a une hausse de la masse salariale et donc il y a eu notamment l'intégration des 4600 fonctionnaires dans la pays. Nous avons également préparé la situation des retraités qui doit être mise en œuvre sous le guide du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, a conclu le ministre d'État Christian Mwando. Dans ce journal, parlons également de la mise à la retraite par ordonnance présidentielle de 37 secrétaires généraux qui ont été reçus, remerciés et félicités par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Au cours de cette rencontre dans son cabinet de travail, le patron de la fonction publique les a rassurés de recourir à leur expertise pour aider l'administration publique à le relever les défis de son redressement. Regardez. Ils sont 37 secrétaires généraux à être félicités par le patron de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour le loyal service rendu à la République démocratique du Congo. Ils partent en retraite, mais continueront à donner de l'expertise pour la formation de Zénarc. Vous allez à la retraite, mais nous avons besoin de vos riches expériences pour pouvoir nous aider à relever les défis du redressement de l'administration publique conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous aurons besoin de vous pour pouvoir relever ces défis-là. Qu'il s'agisse des réformes en cours, qu'il s'agisse des processus de rationalisation, de la formation, nous avons besoin de vous. La retraite est un droit, une situation normale dans la carrière de tout agent et non une sanction, a exhorté le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a promis cependant de veiller à la disponibilité de leur allocution de fin de carrière dans le meilleur délai. La retraite est un honneur qui est fait à un agent qui a eu un parcours riche, qui a servi son pays et qui mérite d'avoir une vie après une riche carrière et de laisser de la place aux plus jeunes. J'ai pris toutes les dispositions pour que vous entriez en possession de vos droits de manière directe avant que vous ne partiez. Et je verrai à ce que ce soit le cas, mais aussi surtout que ces droits puissent être suivis par les droits à une pension digne. Signalant que les 37 secrétaires généraux ont également rempli les fonctionnalités d'ouverture de leurs droits à la Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics SNSAP. Préparatif de la visite du pape en République démocratique du Congo, on en parle également. La cathédrale Notre-Dame du Congo subit des travaux de réhabilitation et des rénovations. Eh bien, le ministre d'État des Infrastructures et Travaux publics est descendu sur place pour s'enquérir de la situation dans le cadre d'une visite d'inspection. Suivez. Après le passage du Premier ministre le 3 octobre dernier à la cathédrale Notre-Dame du Congo, c'est au tour du ministre d'État, ministre des ITP, de faire une visite d'inspection des travaux de réhabilitation et de rénovation de la cathédrale Notre-Dame du Congo située dans la commune de Ningwala. Aussitôt arrivé, Alexis Guissaro-Mouvouni a été conduit par Monseigneur Ndaka qui lui a fourni des explications sur l'évolution des travaux qui sont exécutés sur financement du Trésor public avec la CGT qui joue le rôle de maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP. C'est en prévision de la visite du pape en RDC qui pourrait intervenir en 2023 que ces travaux sont effectués. Après la visite de son Excellence Monsieur le Premier ministre il y a à peu près un mois, nous sommes venus voir l'état d'avancement de ces travaux. Et donc il s'est agi de nous assurer que nous avons le même entendement avec l'Église sur les différents travaux à réaliser. Ça nous a permis également de faire le point, l'état d'avancement de ces travaux et qui aujourd'hui, nous pouvons dire, avancent bien. Il s'agit des travaux de peinture, de carrelage, de climatisation, des ponçages et de vernissage, des portes et des bancs ainsi que de remplacement des luminaires. Alexis Guissaro tient à la qualité des travaux
et rassure tout de même l'Église de la tenue des promesses faites par le gouvernement à cet effet. Quoi de plus normal pour l'Église de remercier le gouvernement? C'est une expression de reconnaissance. Ça prouve l'engagement du gouvernement de notre pays à accompagner ces travaux qu'ils avaient bien voulu faire ici à la cathédrale. Et nous apprécions, nous remercions beaucoup. Monseigneur Carlos Charles Ndaka, évêque auxiliaire et vicaire général de Kinshasa, a remis au ministre d'État Alexis Gisaro un mémorandum qui reprend les propositions de l'Église sur les travaux effectués à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Autre titre évoqué dans ce journal, retombée de négociations des Bibois. Le gouvernement congolais vient d'aligner plus de 2000 médecins à la prime de risque. Le détail de cette décision du gouvernement, c'est donc dans ce commentaire que vous propose la rédaction. Au total, 2200 médecins vont désormais bénéficier de la prime de risque professionnel en ce mois d'octobre. Par cette décision, le gouvernement de la République, par le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, veut une fois de plus prouver qu'il ne ménage aucun effort pour honorer ses engagements au sujet des revendications des professionnels du secteur public de la santé en République démocratique du Congo. Du côté ministère de la Santé publique, c'est la satisfaction. Jean-Jacques Mbungani estime que cet alignement concrétise l'un des engagements pris par son ministère au nom du gouvernement lors de l'atelier des Bibois 2 sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime de risque des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de la santé des services publics de l'État tenu du 6 au 10 octobre dernier. Ici est de préciser que toutes les démarches ont été effectuées en bonne et due forme par le secrétariat général à la santé publique qui a transmis le listing au ministère du budget pour la faisabilité. Cet alignement à la prime de risque constitue une avancée significative dans le processus de la réactivation des avantages sociaux de toutes les catégories professionnelles de la santé en RDC. Par rapport aux avantages accordés aux médecins, un effectif de 5400 médecins ont été alignés à la prime de risque dont le paiement est reparti de la manière suivante. 1600 en 2021, 1600 au TD 2022 et 2200 au T4 2022. Tout en facilitant l'ancienne équipe dirigeante de la Régie des eaux, la nouvelle équipe a pris officiellement fonction après la séance de la remise et reprise dans la salle, le foyer de la direction générale de la Régie des eaux. Sachez que la nouvelle équipe doit vite se mettre au travail pour relever ainsi donc les défis qui les attendent. Laurence Koumassomba signe ce reportage. C'est sur instruction de la ministre d'État, ministre du portefeuille, que s'est tenue en la salle, les foyers de la direction générale, la régie des OSA, la cérémonie de remise-reprise entre les comités sortants et entrants. C'est là, sous la supervision du vice-président intérimaire du Conseil supérieur du portefeuille, Stéphane Kakonde. Question de permettre à la nouvelle équipe dirigeante d'entamer le plus rapidement possible l'énorme travail qui l'attend. Après la séance de remise-reprise, ingénieur Jean Bosco Mwakaindele, DT général intérimaire entrant, représentant le DT général entrant empêché, David Chilumba Mutumbu, a tout d'abord remercié les chefs de l'État pour la confiance placée en sa modeste personne. Il a en outre salué les travaux abattus par le comité sortant en seulement 7 mois. Il a par ailleurs mis un accent particulier sur les missions qui lui sont assignées par les plus hautes autorités du pays afin de relever les défis d'accès de tous à l'eau potable. Permettez-nous à l'entame de notre discours, au nom de Monsieur le directeur général empêché et au mien propre, de rendre gloire à l'Éternel et Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, source de toute élévation, qui a rendu possible la tenue de cette cérémonie. C'est ici l'occasion d'adresser nos sincères remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents
pour les dévolis qu'il a daigné jeter sur nos humbles serviteurs en nous confiant la destinée de la Régie des eaux par notre nomination à la haute hiérarchie de cette entreprise. Également, fils maison, ingénieur Jean Bosco Mwakaindele a à cet effet expliqué les grands axes de la nouvelle équipe dirigeante de la Régie des OSA. Pour y parvenir, a-t-il souligné, il faudra l'unité de tous, tout en assurant la continuité dans la gouvernance et la transparence au sein de la Régie des OSA. Et l'été général intérimaire entrant a appelé de travailler à une franche collaboration pour le rayonnement et le renouveau de cette entreprise publique. En ce qui concerne la réforme du secteur de l'eau, la nouvelle direction prend l'engagement d'en faire une de ses priorités, mais avec le concours des partenaires sociaux qui sont les syndicats. Et c'est là pour la matérialisation de la vision de l'État propriétaire en vue d'un atterrissage en douceur. La nouvelle direction de la Régie des eaux se doit 1. D'obtenir l'implication du gouvernement dans la mise en œuvre du contrat de performance déjà validé et adopté à signer avec la Régie des eaux. D'intensifier les efforts de mobilisation des ressources financières auprès de l'État, en commençant d'abord par le paiement régulier de ses consommations mensuelles à travers l'établissement d'un ordre de paiement permanent de l'ordre de 5 millions de dollars américains. Que cela soit possible et rendu aussi possible. Rendre effectif le paiement des créances antérieures par les mécanismes de croisement des titres. Direction l'APK, où les élus provinciaux de la ville-province de Kinshasa ont adopté les dits portant financement de l'agriculture à Kinshasa. Cette proposition a été faite par le député provincial Magloire Kabemba, qui a remercié la plénière d'avoir adopté cet outil pour soutenir les mamans maraîchères. Regardez. Quorum atteint, c'est à 14h juste que la plénière a débuté à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, entre autres l'adoption sur le fonctionnement des églises dans la ville provinciale de Kinshasa, proposée par le député provincial Peter Kazadi, et la loi portant sur le fonds de l'agriculture. Le député provincial Peter Kazadi a exposé sur la proposition du dit portant sur le fonctionnement des églises dans la ville provinciale de Kinshasa. Honorable Président, membres du bureau, il s'agit bien entendu de la proposition d'édite portant dispositions particulières en matière d'encadrement de l'exercice des libertés religieuses dans la ville de Kinshasa. En effet, il importe de souligner que la République démocratique du Congo est un État laïque, dont les droits d'exercice des libertés religieuses, tels que garantis par la Constitution, il y a lieu de retenir et d'affirmer que l'exercice des libertés religieuses en République démocratique du Congo est subordonné au respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. Plusieurs élus ont demandé du temps en vue de lire la dite proposition. Au sujet de l'adoption du dit portant sur le fonds alloué au fonctionnement de l'agriculture, Magloire Kabemba salue la décision de l'Assemblée provinciale. Je commence par rendre grâce à Dieu et remercier l'Assemblée plénière de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour avoir adopté, d'abord jugé recevable le rapport de la commission mixte PAJ-ECOFIN qui a fait un examen approfondi de ma proposition d'édit portant création d'un fonds provincial d'appui au secteur agricole dans la ville de Kinshasa. Je remercie donc la plénière pour avoir adopté article par article et de manière globale ce texte. Ce texte qui est un outil important que nous mettons à la disposition de l'exécutif provincial, donc du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, pour pouvoir collecter les ressources susceptibles de financer les activités agricoles dans la ville de Kinshasa. C'est un outil important. Nous espérons que le gouvernement provincial, le gouverneur d'abord de la ville, va le promulguer dans le délai légal, donc de 15 jours dès la transmission à son niveau.
et que les ressources qui vont alimenter le fonds seront inscrites dans le budget de l'exercice 2023. Pour rappel, au cours de cette plénière, le rapport du précédent plénière a été lu par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale. Et puis la campagne Pas une école sans banc continue son chemin dans le Congo central. La ministre provinciale en charge de l'éducation, Carole Kiatazabou Itambo, a remis des bancs dans 6 établissements. Nous sommes là dans la province du Congo central, à Matadi. Regardez. Merci beaucoup. Nous vous demandons de bien pouvoir vous mettre. Madame le ministre provincial à charge de l'éducation, son Excellence Carole Kiatazabou Itambo, a procédé le week-end dernier à la remise de bancs dans 6 écoles de la ville de Matadi. Devant les responsables de l'EPST Congo central et du bourgmestre de la commune de Matadi, la patronne de l'éducation en province a remercié le Fonds pour la promotion de l'éducation et de la formation pour sa contribution en faveur de la campagne dénommée Pas une école sans banc. Votre présence en ce lieu est une marque de soutien et d'accompagnement envers la vision de la gratuité de l'enseignement de base prôné par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle vision est matérialisée par l'action du chef de l'exécutif provincial du Congo central, son Excellence le Dr Guy Bandou-Ndungidi. Signalons que le coordonnateur du Fonds pour la promotion de l'éducation et de la formation a félicité Madame la ministre Carole Kiatazabou pour le grand travail abattu dans ses ministères. Faisant de l'éducation l'une de ses priorités, le gouverneur Guy Bandou-Ndungidi a initié la bourse pour le développement du Congo central, dont le lancement a eu lieu le dimanche 23 octobre à l'IEC Matadi par son directeur de cabinet, maître Cédric Dionso Diabanza, en présence de Madame le ministre de l'Éducation qui a encouragé les candidats à donner le meilleur d'eux. Nous sommes venus pour accompagner nos enfants dans la compétition, le concours de la bourse. Ils sont nombreux, mais nous savions très bien que tous ne pourront pas avoir cette bourse. Et comme je leur ai dit tout à l'heure, la vie est une compétition. C'est une première, je pense, dans la province du Congo central. Nous remercions et nous félicitons son Excellence, Monsieur le gouverneur Guy Bandou-Ndungidi, qui lui déjà a commencé à y penser. Et je pense que l'année prochaine, nous ferons encore mieux. La patronne de l'éducation a salué l'engagement du gouverneur de province, son Excellence, le Dr Guy Bandou-Ndungidi, qui tient à l'investissement d'un capital humain compétent pour le développement de la province de Mbuta Joseph Kassavoubou. Et puis également cette nouvelle. Une bande de criminels est tombée dans le filet de la police nationale congolaise dans la ville de Bunia, en Ituri. Un groupe qui créait désolation au sein de la population a été arrêté et présenté au gouverneur militaire. Johnny Luboya encourage cependant la police pour son travail, mais aussi il appelle à une franche collaboration avec la population. Regardez. La police nationale congolaise mène une lutte sans merci contre la criminalité urbaine en ville de Bunia et environ. Une action de plus. Un groupe de 22 bandits à main armée, parmi lesquels le contrefacteur vient de tomber sur le filet de la police nationale congolaise, explique le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akio. Mugisa, bandit à main armée. Il opère dans une équipe de 3. Un des groupes a été tué à Iga Barrière par la population. Et un autre groupe arrivé à Bunia avec un lot de faux dollars, rendant victime des maisons commerciales. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanka Johnny de féliciter cette action de la police avant d'inviter la population locale à une collaboration sincère. Encore une fois, nous tenons à remercier notre police pour ce travail professionnel. Voilà pour tous ceux qui croient que, et qui font même certaines déclarations pour essayer de discréditer notre police et notre armée. Ils peuvent voir que nous ne dormons pas. Et donc c'est pour dire à notre population de continuer à faire confiance à notre armée, continuer à faire confiance à notre police, parce que nous travaillons. Cette action est saluée par la population. Parce que
Je remercie Dieu pour cette action menée par la police pour mettre la main sur ces contrefacteurs. Nous remercions également le gouvernement militaire pour son implication dans la sécurisation de l'Ituri. J'interpelle chaque habitant de Bunia à la dénonciation de toute personne suspecte à la base de l'insécurité. Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, la ville de Bunia et ses environs sont hors menace ennemie et s'observent inaccalmie comme jamais auparavant. Ceci grâce à la redynamisation des patrouilles de combat pédestres motorisées, diurnes et nocturnes mises en place par l'administration militaire dont l'objectif ultime, sécuriser la population et ses biens. Cacophonie chez le chef coutumier dans la province du Haut-Katanga. Le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Eric Muta, promet de mettre de l'ordre. Il traduit cependant en justice M. Katotoka pour faux et usage de faux. Laurence Koumassamba signe ce reportage. En dépit des multiples explications du ministre provincial de l'Intérieur démontrant noir sur blanc les faux documents en sa possession, M. Mayunda Katonto Kamilano Timothée, accompagné de son avocat, continue à soutenir malgré tout qu'il est le vrai chef Inakiluba. Et pourtant, Eric Muta, texte et PV à l'appui, lui démontre le contraire. Nous le déférons devant la justice, quant à la justice de trancher sur ce problème, et nous le poursuivons pour usage de faux. Donc voilà, c'est M. Katontoka. Et nous mettons en garde tous ces hors-la-loi, tous ces récidivistes, tous ceux-là qui veulent créer du désordre dans le secteur coutumier. Nous disons bien, ils vont subir la rigueur de la loi. Nous devons maintenant assainir le secteur coutumier. Un contrôle sévère va s'en suivre. Constatant la mauvaise foi et l'entêtement de ses interlocuteurs, le ministre provincial de l'Intérieur n'avait d'autre choix que de les déférer devant les cours et tribunaux pour qu'ils répondent de leurs actes. Notez qu'en plus des faux arrêtés à sa disposition, M. Mayunda Katontoka Timothée avait même déjà lancé des invitations pour son investiture à l'insu de la division provinciale des affaires coutumières et du ministère provincial de l'Intérieur, censé régler ces types d'affaires. Bien avant, le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Muta, présentait à la presse une centaine de cartons contenant des liqueurs prohibées à forte dose d'alcool, camouflés dans un minibus NOAA et interceptés par les services de sécurité. Il suivra la procédure habituelle avant leur incinération. À quelques mètres de là, un jeune homme habillé en tenue militaire plus une arme en plastique attachée à sa ceinture. Il passait pour un officier de l'armée, usant de son grade de faux major à son profit. Les services de sécurité ont su mettre la main sur lui. Où et comment il est entré en possession de cette tenue militaire presque taillée sur mesure. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur cette affaire. Quelques jours après l'annonce de la destruction de maisons construites sur les sites qui obstruent la canalisation de l'eau par le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka, des réactions ne cessent de tomber. C'est donc le cas de Eli Beni Kamalenga qui encourage l'autorité urbaine à remettre de l'ordre dans la ville-province de Kinshasa. Ce communicateur de l'Union sacrée pense également que le service qui octroie des documents à ses acheteurs doivent donc être sanctionnés. Regardez. La pluie qui s'est abattue lundi 24 octobre à Kinshasa a fait réfléchir l'autorité urbaine de Kinshasa. Après la ronde de la ville le mardi 25 octobre des membres du gouvernement provincial, la décision n'a pas tardé. Et toutes les maisons construites sur le lit de rivières, des caniveaux ainsi que dans des espaces non autorisés seront détruits. Touchés par le dégât matériel causé par la pluie du lundi 25 octobre, Maître Eli Beni Kamalenga appelle ses compatriotes à toujours se rassurer sur les conséquences à venir avant l'achat d'une portion de terre dans certains milieux. Nous avons connu beaucoup de pertes en vies humaines, de pertes matérielles. Oui, certes, c'est vrai, mais c'est un cas de force majeure. Ce n'était pas prévu, c'est arrivé. Mais là où ça dérange, c'est lorsqu'il y a des pertes en vies humaines. Et généralement, on va chercher des responsabilités. Il y en a qui cherchent à responsabiliser l'État et l'État à son tour
interpelle les propriétaires des maisons qui vont souvent acheter ou construire à des endroits qui sont aux côtés des rivières ou des endroits qui représentent un danger lorsque la pluie s'abat. Parce que lorsqu'il y a une forte pluie, il faut se dire qu'il y a des conséquences qui vont avec. Lorsque les gens vont acheter, ils doivent d'abord essayer de voir est-ce que cet endroit peut-il représenter des conséquences à l'avenir et surtout quand il y a pluie ou certaines intempéries. Ce communicateur de l'Union sacrée appelle aux sanctions de tous ceux qui continuent à livrer les documents à ceux qui achètent dans les espaces non autorisés par l'État congolais, notamment dans les cimetières non désaffectés. Si dans la société la sanction n'existe pas, les gens vont commencer à vivre comme si on était dans la jungle. Donc l'État, c'est l'organisation. Donc la sanction doit suivre. Si vous engagez la responsabilité de l'État et que vous savez que l'acte que vous êtes sur le point de poser engagerait un jour la responsabilité de l'État, mais vous le faites quand même, je crois qu'à de telles personnes, la sanction serait quand même un encouragement pour éviter qu'à l'avenir de telles choses se refassent. Vous avez vu les gouverneurs de la ville aller démolir au cimetière de Kinsuka. Vous savez très bien que lorsque l'État n'a pas encore désaffecté un cimetière, vous ne pouvez pas les construire. Soulignant qu'en croire l'autorité urbaine, la ronde effectuée cherchait non seulement les causes des inondations, mais également des solutions immédiates. 27 octobre 1971, 27 octobre 2022, l'on se souvient encore de la zaïrianisation quand le Congo fut changé en Zaïre. Derrière cette dénomination, on en découlé plusieurs conséquences économiques qui, jusqu'aujourd'hui, sont donc palpables. Retour sur l'histoire dans ces commentaires. L'actuelle République démocratique du Congo portait le nom de République du Zaïre entre 1971 et 1997. Alors président du Zaïre, Mobutu Sese Seko tente de donner un nouveau souffle à son régime en lançant la zaïrianisation de l'économie qui consiste en des expropriations massives dans tous les secteurs, y compris les petits commerces. Les résultats sont désastreux. À partir de 1973, le pays est touché par une crise économique aiguë due à la baisse de prix du cuivre et à l'augmentation de celui du pétrole. La corruption se généralise et l'inflation devient galopante, tandis que Joseph Mobutu privatise de nombreuses entreprises en son nom ou au nom de ses proches. Le 27 octobre, Mobutu annonce de mesures visant à effacer les traces de l'Occident, retour à l'authenticité et oblige les Zaïrois à abandonner le nom chrétien au profit de patronymes africains. Dans cette tentative de dégager l'économie zaïroise des influences extérieures, le maréchal Mobutu nationalisa la plupart des entreprises détenues par des étrangers. Les secteurs concernés étaient de plus divers, construction métallique, pétrole, mines, plantations, élevage et tant d'autres. Dans un discours prononcé le 25 novembre, le président Mobutu annonça son intention de restituer aux anciens propriétaires 40% à 60% les niveaux restitution. Mais hélas, la mesure avait refroidi les investisseurs. Jusqu'aujourd'hui, l'économie du pays peine à se relever après la zaïrianisation, avec comme difficulté les infrastructures défaillantes, un cadre légal incertain, la corruption, un manque d'ouverture économique à l'investissement et à la croissance économique. La RDC arrivera-t-elle à se relever et renaître de ses cendres? La question reste posée. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci donc de le faire. Restez branchés sur nos antennes, les canaux 69 Tosungana Télévision. Sachez que le journal sera également retransmis sur Molière Télévision, mais aussi en streaming sur YouTube et Facebook Tosungana Télévision. Merci. Restez branchés.